n'a jamais rêvé de tout quitter, prendre le large sous les tropiques et se prélasser dans les eaux turquoises des Caraïbes? C'est le cas de Pascal et de sa famille. En 2008, ils décident donc de prendre la mer à bord d'un vieux catamaran. Direction les Caraïbes. Ils ne se doutaient pas que ce voyage idyllique allait leur faire vivre la plus folle aventure de leur vie. Dans ma jeunesse, j'ai toujours rêvé de traverser l'Atlantique et là, c'était le moment de le faire en famille, avec mes 2 enfants, Mélanie et Alexis, qui avaient 12 et 13 ans, et ma femme. Alors depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, on navigue déjà sur les côtes françaises. La traversée de l'Atlantique, c'était vraiment un but à atteindre. Moi, j'étais, on va dire, content de partir, parce qu'une aventure comme ça se vit qu'une fois dans sa vie, je pense. Le départ a lieu en février. Après 38 jours en mer, la Guadeloupe et les petites îles qui l'entourent sont en vue. Donc nous arrivons à Marie-Galante, tout se passe très bien, on se baignait avec les tortues, c'était vraiment une récompense de la traversée de l'Atlantique. C'est beaucoup plus agréable que la Bretagne au niveau température et tout. On peut nager avec les poissons, on se croirait dans un vrai aquarium. Les poissons multicolores, les tortues, le sable fin, il y a tout ce qu'il faut. Mais après quelques jours passés dans les eaux translucides de Marie-Galante, la famille met le cap sur la Martinique. Nous prenons la décision de partir. Il y avait une météo qui était instable sur le sud de la zone, de notre zone, qui allait plus ou moins s'amplifier dans les jours à venir. Mais je prends quand même la décision de remonter sur la Martinique. Et là, au bout de quelques heures de navigation, là, je sens que les vagues sont anormalement élevées. Bon, je ne m'inquiète pas trop. On fait route sur la Martinique, mais je vois qu'on dérive énormément. Je décide de virer de bord pour reprendre un nouveau cap. Et on navigue comme ça pendant toute la nuit. Durant cette nuit-là, la tempête ne fait que se renforcer. Les vagues sont de plus en plus violentes. Et vers 3 heures du matin, alors que Pascal et sa famille sont endormis, tout va basculer. Il y avait quelques vagues qui déjà nous tapaient sur le côté, sur le flanc. Et une exceptionnelle qui nous a pris de travers, qui a envahi le pont avec un bruit de craquement. Ma fille se lève et on monte sur le pont. On fait le tour du bateau, on regarde la mâture, les câbles et tout ça, les voiles, rien d'apparent. Qu'est-ce qui s'était produit avec un craquement pareil? Et là, je décide d'inspecter la coque bâbord. Et là, je découvre toute la cloison qui était fissurée et qui jouait de l'accordéon. Le côté gauche du bateau vient d'être éventré par une énorme vague. La situation est grave. Ils sont à 40 km des côtes les plus proches. Tout le monde se lève et se prépare pour aider à la réparation parce qu'il fallait consolider la cloison parce que ça bougeait tellement que l'eau commençait à rentrer. Donc restons calmes. Au début, je ne sais pas trop quoi faire. Là, avec mon père, on a commencé à vouloir réparer. Donc je lui passais les tiges filetées, je lui passais les mèches et tout ça, tout ce qu'il fallait pour réparer. Aïe, 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 tout ça, ça lâchait d'un seul coup. Les vagues tapaient de plus en plus. Donc, au bout d'un moment, on a bien vu que ça tenait pas, ça recassait tout, à chaque fois. La voie d'eau était de plus en plus importante. Nous voilà avec 20 cm d'eau dans la coque bâbord. Et je redoute le chavirage du bateau. Donc là, la seule solution, c'est d'évacuer le bateau. Je dis, préparez les affaires, on évacue le bateau. Et il faut faire vite, car l'eau monte à vue d'œil dans le bateau. Et les vagues continuent de se fracasser sur la coque. Déjà, le mât commençait à donner des signes de faiblesse et la coque allait se déchirer totalement. Donc on met le radeau de survie à l'eau, on tire sur la manette et tout fonctionne parfaitement. Il se gonfle, merveilleux. Et comme on dit, les femmes et les enfants d'abord. Et là, ça a été les enfants d'abord. Je récupère tout ce qui était à moi et puis je suis le premier, une fois que le radeau était gonflé, j'étais le premier à monter dedans. Je récupère toutes les fusées, on les embarque une bonne quantité sur le radeau. On met toutes nos chances pour la survie. Le bateau l'idéal a coulé, probablement.
Il a été éventré par une vague importante. La coque bâbord a été totalement éventrée. Violente. On a été obligé de le quitter rapidement. Gonfler le bip, préparer les affaires, les réserves d'eau. Mélanie. Maman. Et moi. Alexis. Au début, je me rends pas compte de ce qui se passe. Ça, c'est venu progressivement, on va dire. On s'est éloigné de notre catamaran. Là, ça fait tout drôle, quoi. Hein, on se retrouve dans un système désarticulé, gonflable. Au fur et à mesure des vagues, on prend toutes les vagues dans la figure, je dirais. Ça se remplit continuellement. On est dans l'humidité. C'est de l'eau de mer, hein, donc l'eau de mer, ça va quelques heures, quoi. Hein. On était balancés dans tous les sens dès qu'il y avait une vague. Il y a énormément de mer. Ça roule énormément, il faut équilibrer le bip pour pas qu'il se renverse. Attention à la mer. Ah. 4 personnes à l'eau, ça aurait été dramatique. Donc précaution maximum pour équilibrer constamment le radeau lorsque la mer était agitée. Alors ce qui nous reste à faire, c'est d'être secourus le plus rapidement possible. Par quel moyen? Le seul moyen, c'est de visualiser un bateau la nuit, parce que là, le jour, difficile, il faudrait qu'il passe à proximité. Donc dès qu'on voyait un bateau au large, c'était VHF, communication radio et fusée. Le jour se lève pour nos naufragés et au bout de quelques heures, la chance semble déjà leur sourire. Un pétrolier capte leurs signaux de détresse. Donc on s'est dit, bon, c'est bon, on est sauvés, impeccable. Il va venir à notre rencontre. Malheureusement, les manœuvres étaient beaucoup plus difficiles que prévu. Ça ne m'étonne pas parce qu'un pétrolier, déjà pour faire demi-tour, ça demande des heures. Hein. Au bout de 4-5 heures de communication, de manœuvre et tout ça, il avait perdu notre position parce qu'il faut savoir qu'un radeau, il ne nous voyait pas sur le radar. Hein. Et d'un commun accord avec le capitaine du bateau, on a renoncé à nous secourir. Par contre, il a prévenu les gardes-côtes qu'on était en détresse et il a poursuivi son chemin. Moi, je me suis dit, si on n'était pas sauvés maintenant, ça allait être dans les heures à venir. On connaissait notre position et c'était qu'une question de temps pour voir quelqu'un arriver, on va dire. Nous avons une VHF portable. Nous attendons les secours. Pour l'instant, aucun bateau. Mais les heures s'étirent, puis les journées. Et aucun bateau à l'horizon. À mesure que le temps passe, la vie sur le radeau devient de plus en plus compliquée. Alors, la journée, il fait 38 degrés. Au mois de décembre, dans cette zone de navigation dans les Caraïbes, 38 degrés, avec un soleil de plomb. Impossible d'ouvrir la bâche, car lorsqu'on ouvrait la bâche, les déferlantes rentraient dans le radeau. Vous voyez la situation. 4 personnes à bord. On avait souvent soif, on demandait souvent de l'eau. Avec ma sœur, des fois, ça commençait à chauffer un peu les esprits. Ça donnait des coups de pied. C'était assez tendu comme de frères et sœurs. Dans des moments assez difficiles, ça chauffe un peu. Bon, c'était pas le moment, pas l'endroit. On a vite calmé la situation, ma femme et moi. D'autant plus que les tensions entre les enfants deviennent vite le cadet de leurs soucis, car un véritable danger plane sur la famille. J'ai gardé ça pour moi, mais les prévisions, mathématiquement, nous donnaient 4 jours à vivre. Et oui, dans 4 jours, on n'avait plus d'eau. Sans eau sur un radeau, c'était la mort assurée pour nos 4. Je les avais emmenés dans les Caraïbes avec des vacances paradisiaques. Il fallait que la fin se termine correctement. Nous sommes les naufragés des Caraïbes. Vous avez vu les têtes? Encore le sourire. Alexis, là, commence de l'humidité, on est très humide. On a regonflé, ça commence à fuir de partout. Les secours sont prévenus normalement, mais on les attend. Je ne sais pas si on va les avoir. On commence à s'inquiéter. La mer est très forte. J'ai essayé une nouvelle batterie, une ancienne batterie sur ma VHF, et j'envoie un message de détresse. Et quelques secondes après, j'ai une réception.
une réception. On était très surpris d'avoir une réception d'un seul coup. Ça durait quelques secondes. Juste un simple test de VHF, avec une ancienne batterie en plus. Et là, un message en anglais. C'était un avion qui était à notre recherche. Il nous répond « Ok, je vous vois, j'arrive à votre position. » C'est un truc à radar, c'est un truc militaire, un radar. C'est ce qu'on nous cherchait. Imagine, t'as tout le monde qui nous cherche sur la Terre en fait. Ouais, carrément. Nous sommes dans le BIP. Nous avons été repérés par un avion militaire. Il est bien content, hein. Nous sommes très contents. Il a un radar. Regardez l'installation Attends, et les têtes des gens. attends. Oui, Bon, maintenant, c'est génial. on attend un bateau. L'avion recherche un bateau Ouais. pour venir nous rejoindre, pour nous secourir. J'étais tellement... Tout le monde était heureux, c'était la joie à bord. Oui, je me suis dit, c'est fini, ils nous ont retrouvés, ça va pas, il devrait y avoir un bateau qui devrait pas tarder. Par contre, j'ai prévenu, méfiez-vous, ne faut pas baisser la garde. On n'est pas en sécurité encore. Il fallait pas avoir la mauvaise vague au dernier moment. Au bout de 4 jours, grâce à leur émetteur radio VHF, les naufragés reprennent espoir. Mais il leur faut attendre 5 longues heures avant qu'une embarcation vienne les secourir. Je me rappelle d'avoir vu un gros canot de sauvetage gonflable. Il parlait anglais avec un patois, un anglais des Caraïbes, très impressionnant. En fin de compte, c'était des gardes-côtes qui faisaient la chasse aux trafiquants de drogue. Donc, ils étaient habitués à des genre commandos, quoi. On a sauté dans leur canot de survie. On s'est demandé qu'est-ce qu'on fait, comment on a pu sauter aussi rapidement que ça. C'était très émouvant. Le film allait se terminer. J'ai même l'émotion parce que c'était trop, quoi. Trop. On avait réussi. J'avais réussi à sauver ma famille. La famille est sauvée et peut enfin retrouver la terre ferme et rentrer chez elle. Une aventure qui aurait pu tourner au drame, mais dont la famille a tiré un bel enseignement. Cet événement nous a ressoudés complètement, mais il nous a pas empêché de repartir en bateau. Sinon, on aime toujours autant la mer, on repart, on fait des voyages. On est parti avec d'autres aventures, quoi.